Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver pour un nouvel enregistrement de notre podcast vidéo d'Aspiration à Inspiration. Je suis aujourd'hui avec Rodrigue Branché-Fauvet, mon camarade. Je suis Nathan Guilbert et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean Damien. Jean Damien, bonjour. Bonjour Nathan, bonjour Audrey. Bonjour à toi. Pour vous présenter rapidement, vous êtes un professionnel connu et reconnu par tous les experts de la supply chain, membre de l'association France Supply Chain depuis 1982. Donc depuis maintenant 40 ans. Vous êtes aussi animateur sur Supply Chain Village et êtes aussi à l'origine de beaucoup de livres et d'ouvrages sur la supply chain. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, merci beaucoup d'être là. Et on voudrait vous poser une première question. Tout d'abord, comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien, il fait très beau. Roland Garros, il y aura des beaux matchs cet après-midi. Donc nous avions le gala de l'Agora Supply Chain avant-hier, qui a été une manifestation tout à fait intéressante pour la profession. Un bon début presque d'été. Voilà. Donc merci à vous surtout de m'accueillir. Hein. Donc c'est pas mon habitude de forcément de parler de moi, mais bon, ouais, je vais essayer de répondre à vos questions. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir avec nous, vraiment. La première question qui nous vient à l'esprit, c'est sur ton parcours. D'où tu viens? Quelles études tu as pu faire et qu'est-ce qui t'a amené à être dans la supply chain? Alors, je ne vais pas reprendre la genèse de pourquoi des études en transport et logistique, mais bon, je dis pourquoi pas, c'est amusant, mais en quelques secondes. Moi, je suis de la génération qui a vécu le coup d'État au Chili, et en l'occurrence, le blocage d'une économie complète par les transporteurs est quelque chose qui m'a frappé. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser au transport, et en fait, en voulant faire mes études à l'Université d'Evry, j'ai découvert la logistique, et j'ai plongé dans la logistique. Donc, toute une carrière en transport et logistique, un parcours en transport et logistique, méthode, organisation, direction opérationnelle, et puis ensuite direction générale de société, et donc un fil rouge qui est la logistique et la supply chain depuis le début. Donc ce qui explique ma forme d'ancienneté à la slog France Supply Chain, puisqu'en fait j'étais un peu à votre place, le lab jeune de 1982, tout frais et moulu de l'université. Le président de la SLOC de l'époque avait dit ça serait bien que les jeunes puissent nous rejoindre. Donc je ne sais pas si j'étais adhérent, mais j'étais invité. Donc c'était assez sympathique. Donc sur le parcours, peut-être, je suis aussi quelqu'un qui a bénéficié du système français de la formation continue, du perfectionnement. Donc j'ai fait une spécialisation en gestion de production et système d'information au début des années 80. Donc, ce qui m'a permis de passer assez logiquement, quand la supply chain a émergé, de la logistique à la supply chain. Donc, j'avais un peu les clés du devenir et du pilotage global des flux et des opérations et des stocks, bien évidemment. Donc c'est un peu ça mon parcours. Et comme je l'évoquais, ça a été le fil rouge de toute ma carrière. J'ai occupé différentes fonctions. J'ai fait un MBA, un executive MBA à l'Institut français de gestion. Donc ça, c'était aussi positionné tout en restant dans la supply chain à un niveau stratégique, ce qui est une réalité aujourd'hui, sur lequel on échange au sein de France Supply Chain, parce qu'on est vraiment dans une fonction totalement stratégique. Alors vous dire, les entreprises dans lesquels peut-être il y a quelques noms un peu sympathiques. Donc j'ai démarré chez Renault en méthode d'organisation, ensuite dans la distribution de la pièce de rechange automobile, et j'ai continué chez Honda. Alors ce qu'il faut dire de ça, c'est qu'en plus de la dimension supply chain, j'ai développé, ou je l'avais peut-être déjà de manière intuitive, une culture du service client. Aujourd'hui, on est très client-centrique dans nos supply chains. En fait, quand on a fait du SAV, on est forcément orienté client. Ensuite, quand on fait de la prestation de services en logistique, on est orienté client. Et quand, comme ça a été mon cas, ensuite on fait du conseil, on est dans le délivrable et dans la satisfaction du besoin client au maximum. Donc c'est vraiment ça qui fédère et qui induit mon parcours. Plus précisément, peut-être, comme caractéristique, des projets. En fait, ce qui peut être marquant dans ma carrière, qui peut paraître un petit peu surprenant, c'est des projets. J'ai enchaîné des projets. Donc, des projets en entreprise, en logistique supply chain. Un gros projet, le plus gros sans doute de ma carrière, la mise en place de la logistique d'Euro Disney.
Donc vous imaginez hein, ce parc qui accueillait 11 millions de visiteurs par an, 60 000, l'équivalent d'une ville de 60 000 habitants. Ça a été quelque chose de costaud. Et donc, en termes de parcours, comment vous pourriez définir la construction de ce parcours? Est-ce que c'était une évidence dès le début, vous aviez un objectif très précis, ou c'est vraiment un parcours qui s'est construit au fur et à mesure de vos expériences, où vous avez dit je vais aller faire cette expérience et on verra bien ce qui me mène après, ou c'est vraiment quelque chose de très précis et très clair dans votre tête? Alors j'avais un plan de route, mais pas nécessairement formalisé. Hein. Le fait qu'il ne soit pas formalisé, ça m'a permis aussi de saisir les opportunités. On y reviendra peut-être un peu plus tard, quand on parlera comment est-ce qu'on identifie, qu'on peut identifier des opportunités. La cohérence de ce parcours, c'est toujours cette idée de développer en logistique avec une vision, on me l'avait dit, que j'avais un potentiel de direction. Voilà, donc de se dire, bah tiens, ensuite on découvre la supply chain, parce que je fais partie de la génération qui a découvert la supply chain dans les années 90, et ça crée des opportunités additionnelles. Et donc, en fait, ça se construit comme ça, comme des briques, avec cette ligne de cohérence que sont des thématiques. Et d'ailleurs, parce que j'ai eu l'occasion de le faire, et puis j'ai eu des responsabilités en termes de constitution de catalogue de formation cadre dirigeant. J'ai dirigé l'école supérieure des transports pendant près d'une dizaine d'années. Quand on accompagne ceux qui sont en formation, y compris en formation continue, on les aide à identifier et à muscler la ligne de cohérence de leur parcours. Moi, ma ligne de cohérence, c'était les projets en supply chain. Les Français, d'ailleurs, c'est assez marrant. Les Français, les recruteurs français, les entreprises françaises me regardaient un petit peu avec méfiance en disant mais il a changé. Mais en fait, ils n'avaient pas forcément identifié cette logique de projet. Moi d'ailleurs, j'ai conscientisé un peu plus tard. Hein. Et donc, et ils étaient méfiants. On aime bien les gens stables en France qui sont dans un cadre et ainsi de suite. Quand je rencontrais, ça a été le cas. J'ai travaillé chez Honda, donc les Japonais, avec les Américains, avec Disney. J'ai travaillé avec des Russes, j'ai travaillé en Russie. Et en l'occurrence, pour eux, au contraire, mon parcours, c'était des expériences multiples qui enrichissaient la chose. C'est peut-être pour ça qu'on me colle une étiquette, je ne m'en rends même pas compte moi-même, d'expert. D'ailleurs, je ne sais même plus d'où viennent mes expertises, de quelle expérience viennent mes expertises. Très, très clair, merci beaucoup. En écoutant votre retour, il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. Tout premièrement, vous venez de dire qu'on vous a dit très tôt, enfin, je ne sais pas si c'était très tôt, mais on vous a dit que vous aviez le potentiel d'arriver à des postes de direction. Est-ce que ça s'est fait dans le cadre d'un mentorat? Est-ce que vous êtes tombé sur la bonne personne au bon moment qui vous a conseillé et qui du coup vous a aiguillé sur cette lignée-là? Et ma deuxième question va rejoindre toute la partie expérience et saisie d'opportunités. Vous avez parlé de vos opportunités avec Honda et l'étranger. Pour des jeunes comme nous qui sommes souvent à la recherche d'expatriation, d'expérience à l'étranger, est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez dans la construction d'une carrière? Est-ce que c'est important en supply chain, surtout lorsqu'on sait que la supply chain est très internationalisée? Alors, la première question, il y a peut-être deux volets. C'était pas un mentorat. Okay. Donc, c'était plutôt, je m'en souviens, c'est quelqu'un d'ailleurs qui a dirigé une des formations que vous suivez tous les deux, qui à l'époque était recruteur et m'avait dit, de toute façon, vous irez vers ça. Okay. C'est un peu étonnant. De même manière, un cabinet de conseil qui recrutait des polytechniciens et des centraliens, essentiellement m'avait dit, je vous vois dans du développement. Dimension que j'ai acquise sur la durée, donc j'identifiais pas au début, parce que développement, pour moi, je me disais, je suis pas commercial, ou des choses comme ça. Donc, il faut écouter les autres. L'effet miroir est toujours quelque chose d'intéressant, donc ça se construit. Alors, j'ai envie de répondre, Rodrigue, sur un deuxième volet de ta question, mais qu'on a un petit peu évoqué. Nos auditeurs le savent, on a préparé. J'ai pas eu de mentor. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent, moi j'ai besoin, et ça m'intéresse, d'avoir des personnes inspirantes. Thématique de l'émission, c'est génial d'avoir quelqu'un qui vous inspire. Moi, j'ai pas eu de mentor, de Pygmalion ou de choses comme ça. En revanche, j'ai eu des patrons ou collègues, selon les cas, dans lesquels on a joué des complémentarités. On s'inspirait réciproquement.
des gens très très scientifiques ou conceptuels, et avec moi mon côté pratique au départ, et donc des enrichissements mutuels. Donc mentorat, peut-être pas, tant mieux si vous le rencontrez, mais parcours croisé et des vraies personnes, les hommes c'est quand même quelque chose d'essentiel, avec lequel on fonctionne bien en tandem, généralement c'est plutôt en tandem, puis on se connaît bien, on se fait confiance, on fait beaucoup de choses. Deuxième question, alors là, plus compliqué, ou pas, il faut faire de l'international. Les plus grands supply chain managers que je connais, parmi les Français, il y en a à l'étranger, hein, sont des gens qui sont multilingues, multiculturels. Donc si on veut, et c'est passionnant, piloter une supply chain worldwide, on peut avoir d'autres ambitions, c'est formidable d'avoir une expérience ou des expériences à l'étranger. C'est pas forcément votre cas, mais certains parmi les jeunes qui sont là jeunes vont faire du Erasmus. Après, il y a de la VIE, du VIE, des opportunités. Alors, mon conseil, c'est de le faire au début de carrière. Pourquoi ? Parce qu'on a envie, parce que les VIE sont un peu adaptés à ça, et parce qu'on n'a pas forcément construit ou créé des attaches un peu trop fortes qui vont nous empêcher de bouger. Vous voyez ce que je veux dire, c'est la vie privée. Hein. C'est la vie privée. Peut-être que d'ailleurs vous allez vous construire des attaches à l'étranger, donc, mais bon, ça vous donnera un parcours international. Donc moi je le recommande pour avoir, au titre de France Supply Chain d'ailleurs, et de la European Logistics Association, travailler, et au titre d'Onda, et avec les Japonais, avoir travaillé avec des gens de cultures différentes, ça permet d'avoir une approche, d'avoir une meilleure compréhension de leur façon de fonctionner, de leurs pratiques, de leurs approches. Et tout ce qu'on fait au niveau européen en particulier est quelque chose de tout à fait intéressant. Et ils ne raisonnent pas comme nous. Hein. Nos confrères, nos consoeurs, logisticiens, supply chain managers à l'étranger ont des approches qui peuvent être différentes. Donc c'est bien de pouvoir faire ça. Allons-y. Et si on reprend un peu votre carrière, donc, qui a fonctionné en projet, on imagine qu'il y a eu beaucoup d'expériences, énormément d'expériences. Est-ce qu'il y a des expériences qui resteront marquées comme un, entre guillemets, échec et qui vous ont servi par la suite ? Quelle a été votre philosophie, votre réaction par rapport à celles-ci ? Comment elles ont servi à vous construire pour la suite et quels apprentissages vous ont-elles donné ? Alors, je ne veux pas être prétentieux. Des échecs, j'ai pas vécu... Je considère que toute expérience est bonne à prendre, donc des échecs en tant que tels, des projets pas aboutis qui s'arrêtent ou des choses comme ça existe. Ça existe. Chez Honda, je viens pour créer l'entrepôt France. Je constate, parce que j'achetais le transport, qu'il y avait une efficacité meilleure en expédition à partir du central européen de Gand. Donc on fait l'étude économique et on dit mais il n'y a pas de sens à ce qu'il y ait un stock en France si on peut livrer avec une même qualité de service à un coût moindre, avec des stocks en moins à partir de la Belgique. Ça s'appelle un peu scier la branche sur laquelle on est assis. Donc voilà, réorganisation et suppression du projet. Et c'est pas un échec. Peut-être ce qu'il faut dire, faut pas oublier, ça c'est pour ceux qui ont un peu moins d'expérience, faut pas oublier qu'il y a une dimension quand même politique dans les entreprises, donc ça peut être des freins. Ça peut être des freins à la réussite. Donc, les entreprises, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des relations interpersonnelles. Il faut comprendre qui fait quoi pour bien se positionner. Et donc là, c'est là où moi, j'ai appris des choses. Dans une de mes entreprises, c'est pas mon patron qui m'avait choisi, c'était mon N+2. Donc imaginez l'embarras avec le N+1. C'était pas confortable. Donc j'ai mieux compris, ultérieurement, quand j'ai découvert que c'était mon N+2 qui m'avait les difficultés de fonctionnement que j'ai pu avoir au jour le jour avec mon N+1, même si j'essayais de faciliter les choses. D'une autre manière, accepter un poste qui est visé par plein de monde, surtout quand on n'est pas originaire de l'entreprise elle-même, on peut être confronté à un certain nombre de pots de banane qu'on essayera d'éviter. Donc comprendre son positionnement et ainsi de suite. Et puis après l'échec, l'échec c'est quoi ? C'est allez, on fait une petite citation. Bon, ouais. Mandela, au hasard ? Non. Maître Yoda. Hein, tu connais la différence entre un maître et un apprenti ? Non. Le maître a échoué plus de fois que le débutant n'a essayé. Voilà.
Mais sans rentrer forcément dans cette dimension de l'échec, il y a pas mal de jeunes, quand on en discute avec nos camarades de classe, qui ont peur aussi de se tromper en début de carrière, de Et faire alors, peut-être le ça mauvais fait quoi? choix. Et justement, je voulais savoir si, est-ce que c'est quelque chose de grave de s'embarquer dès les premières années sur peut-être un poste qui va pas nous plaire, mais d'un côté, avec... Si on se trompe, Hum. faut pas rester. Alors c'est un risque. Aujourd'hui, en plus, on a un marché de l'emploi qui est quand même Plutôt très dynamique. effervescent, qui est extrêmement positif, ce qui était le cas pour moi. Je suis rentré dans une entreprise, on sait à l'époque, sans l'informatique d'aujourd'hui, du pilotage de transport maritime. Donc il fallait positionner des conteneurs. Et en fait, je me suis retrouvé dans un bureau en train de prendre des listings, de dire où est-ce qu'il y a un conteneur et comment je fais pour mettre un conteneur vide à charger à disposition d'un expéditeur et comment je fais pour déclarer le retour des conteneurs lorsqu'un navire arrive au port. Et mon responsable me dit, si tu travailles bien, dans quelques années, tu seras à ma place. On travaillait dans le même bureau, je l'ai vu travailler. Au bout de 15 jours, j'ai dit non, on s'est trompé. On s'est trompé. Voilà, c'est ça. Donc, on a le droit de se tromper, c'est pas forcément gênant. Alors, une expérience comme celle-là, elle n'apparaît même pas dans mon CV. Donc, voilà. L'idéal, c'est quand même, on pourra peut-être revenir 2 secondes dessus un peu plus tard, c'est quand même de bien savoir où on va atterrir. De bien comprendre ce que peut apporter une expérience, un profil de poste, et ainsi de suite. Avoir dans l'entreprise, au départ, une forme de plan de carrière ou de projet. Il y a quelques entreprises qui font ça. Il y a des entreprises qui ont des pépinières, même pour des gens qui ont des Master 2. Donc ça, c'est intéressant, mais il n'y a pas que ça. Sinon, on va le construire. On va le construire progressivement. C'est presque, j'anticipe une de votre question sur qu'est-ce qu'on peut conseiller aux plus jeunes. Il faut savoir quelles expériences on veut faire. Donc, je t'ai coupé l'herbe sous le pied, là, Rodrigue. Un petit peu, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Si on est tenté par le management, il faut essayer de faire du management tout de suite, même du management de terrain. Si on est méthode organisation, pour aller faire du management de terrain, je l'ai vécu, après 8 ans de méthode organisation, y compris informatique chez Renault, passer au management d'équipe, fallait qu'on veuille me faire confiance. Alors qu'une tête bien faite qui a fait du management pourra toujours aller aux méthodes de l'organisation après. Dans ce sens-là, ça sera plus facile. Si on est tenté par la vente, mais on ne sait pas si on est fait pour ça, il faut essayer. On va très rapidement se rendre compte si ça marche ou si ça ne marche pas. Si on est à l'aise, si on est familier. Le développement, c'est un petit peu différent. Il faut avoir de la technique. En plus, le développement en transport, logistique, supply chain, c'est du technico-commercial. C'est des choses comme ça. Donc, le fond technique est peut-être à faire en premier. Donc, il y a plein de choses, comme ça à voir. Une autre dimension, peut-être, c'est aussi savoir si vous préférez rentrer dans une PME, une ETI, dans lequel vous allez avoir un poste dont les contours ne sont pas forcément extrêmement précis et qui va vous permettre de vous développer sur de multiples activités et fonctions, ou si vous allez préférer une grosse entreprise qui va proposer des choses un peu plus bordées, mais un peu plus serrées, définies. Moi, je connais, en tant qu'ancien directeur de l'école supérieure des transports, j'avais un élève qui était chez un transitaire, qui faisait tout. On lui a proposé un super poste à l'étranger, dans lequel on lui disait, vous allez faire ça. Il dit, mais ça, je le fais comment? Ah ben non, c'est pas vous. Ah non, mais c'est pas vous. Et donc, lui, il a préféré choisir la PME-TI. On peut choisir un grand groupe qui va offrir des potentiels de développement et d'évolution, dont le poste sera un peu plus resserré au départ. Et donc, si vous aviez à donner un conseil qui serait applicable dès maintenant pour les personnes qui nous écoutent, ce serait faire le point sur ses volontés, sur exactement ce qu'on veut, vers quoi on tend, ce qui nous anime, vers quoi on aspire, pour tout de suite appliquer ça à son profil, à son projet, pour démarrer tout de suite une construction de projet, notamment si on repart sur cette thématique de projet. Tu as fait la question et la réponse, Nathan. Non, envie, c'est ça. C'est quoi vos envies? Qu'est-ce qui vous tente? Qu'est-ce qui vous semble vous parler le plus? Après à vérifier. Projection, oui.
Et puis recherche d'une cohérence dans le parcours. Le plan de route, c'est comme une stratégie. Hein, le temps qu'on l'ait formulé, elle est déjà plus adaptée. Il va falloir la réadapter juste après. Bon, ça c'est le premier point. De quoi a-t-on envie? Si on a l'envie de s'expatrier, bon, autant essayer de le faire rapidement. En plus, c'est bien multilangue et ainsi de suite. Donc voilà. Donc je l'ai déjà dit, se tester comme manager ou comme vendeur. Faire ce choix PME, ETI, donc rechercher les postes où on peut apprendre. Pourquoi pas les postes inspirants. Le conseil global, c'est peut-être la dernière question d'ailleurs. C'est ça, on anticipe la fin là. On anticipe la fin, c'est quoi le conseil global? Il faut savoir où on peut, où on a envie d'aller, mais aussi où on peut aller. Alors, vous êtes un bon exemple de ce qu'il faut faire. C'est pas pour vous... c'est peut-être une façon de vous remercier de m'accueillir aujourd'hui, mais du réseau, de l'associatif, du partage d'expérience. Je me suis occupé, moi, de l'association des diplômés de l'Université d'Évry en transport et logistique. On rencontrait plein de monde. On parlait. On avait écho de certaines opportunités. Ça permettait aussi d'échanger sur telle entreprise, son mode de fonctionnement, sa vraie réalité, pas son image externe, hein, qui peut être très, très charmante. Donc, savoir si ça colle. Moi, je connais des gens qui ont travaillé dans des entreprises dont le contrôle de gestion était extrêmement ferme, et c'était passionnant de ce point de vue-là, mais c'était rigide, donc ça leur allait pas. Donc, au travers d'un réseau, on peut, et des échanges, et la vie associative permet de justement cette projection, cette maîtrise de cet environnement et cette façon de saisir les opportunités. Donc on a des liens, on a des opportunités inattendues, on se fait des amis de longue date, je ne sais même plus d'où je les connais moi, mais bon, par l'associatif, ça crée des liens vraiment au-delà de la dimension professionnelle. Donc, et puis peut-être, je ne sais pas si ça peut être un mot de... quand on est dans un réseau, on partage, et si on partage, on n'attend pas forcément quelque chose en retour. Et si on n'attend rien en retour, déjà on n'est pas déçu, si on n'a rien en retour, et puis en plus de ça, les gens savent que vous faites ça, dans une vraie logique de partage, et le retour vous l'avez, pas forcément instantanément, ou ainsi de suite. Donc ça, c'est ça la bonne logique sur la manière de fonctionner, et puis en résumé, il faut se faire plaisir, il faut avoir du plaisir au travail, du plaisir à échanger, et la supply chain crée plein d'opportunités multiples, de projets multiples, puis ça évolue tout le temps. Donc si on aime ça, alors si on veut des choses plus confortables, faut éviter, mais je pense que déjà si vous avez choisi, et si ceux qui nous regardent ont choisi la logistique et la supply chain, c'est qu'ils savent que ça bouge, que c'est vivant, et que l'avenir est là. C'est bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau moment de partage. Je pense que la conclusion est très bien. C'est un beau message de fin. Et c'était un plaisir d'échanger avec vous sur toutes ces thématiques. J'espère que ce moment plaira à nos auditeurs. Et à très bientôt. Merci à vous et à très bientôt au Lab Jaune et aux rencontres du Lab Jaune. C'est ça. Merci à très bientôt. beaucoup. Au revoir.